Il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné chez les gens qui réalisent des choses extraordinaires. On voit l'exploit, on applaudit la performance, on partage la photo, mais on voit rarement tous ces moments de vie parfois très difficiles qu'il y a eu avant. Et je me suis demandé qu'est-ce qui se passe juste avant le déclic, juste avant la bascule, dans ces moments où le mental peut lâcher sans que personne ne le remarque vraiment. Et puis il y a cette image, 3 mètres de houle, de l'eau noire, le sel sur la peau, et au milieu de l'Atlantique, une femme qui nage. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'avant de traverser l'océan, Chloé s'est traversée elle-même. Avant la performance, il y a eu le burn-out. Avant la discipline, il y a eu l'effondrement. Avant l'exploit, il y a eu cette question silencieuse. Si je ne produis plus, est-ce que j'ai encore de la valeur ? Cet épisode, j'ai voulu le faire parce que je suis aussi profondément troublé par notre époque. Une époque où on confond parfois vitesse et profondeur, productivité et identité, réussite et santé mentale. Avec Chloé, on ne parle pas seulement d'Atlantique, on parle de fractures invisibles, de reconstruction sur le temps long et d'humilité face à ce qu'on ne contrôle pas. Bienvenue à tous, vous êtes dans les coulisses du mental. Alors aujourd'hui, j'ai une joie particulière parce que Chloé, tu es la première femme à intervenir au micro des coulisses du mental et je suis vraiment heureux que ça soit avec toi. Quand j'ai découvert ton parcours, tu vois, j'ai beaucoup aimé ce qu'on s'est dit quand on a échangé. J'ai été touché par ta trajectoire, pas seulement tu vois les défis que tu mets en place, mais aussi ta manière dont tu en parles. Je trouve avec beaucoup d'humanité, de lucidité, de transparence. Donc pour moi, ça a été un bon match pour qu'on se parle aujourd'hui. Et peut-être avant qu'on plonge dans les coulisses ensemble, est-ce que tu pourrais prendre un moment pour te présenter ? Oui, avec plaisir. Je suis trop honorée d'être la première femme. Trop honorée. Moi, je m'appelle Chloé, j'ai 29 ans aujourd'hui et je suis d'abord une éternelle optimiste. Et ça, c'est vraiment la manière dont les gens, je pense, autour de moi me décrivent. Après, je suis aussi une athlète amateur. Je fais beaucoup de sports Mhm. d'endurance, dont la natation, et donc beaucoup d'aventures à la nage en eau libre. J'ai fait par exemple la traversée du détroit de Gibraltar à la nage, et là plus récemment la tentative de la traversée de l'Atlantique. Ouais, Et je suis aussi ingénieure de formation, donc j'ai un ok. cerveau quand même très carré, qui aime bien que Mhm. les choses soient bien faites. Et ces dernières années, j'ai travaillé beaucoup en RSE, donc tout ce qui est autour de la responsabilité environnementale et sociétale dans les entreprises. Et il y a 6 ans maintenant, en 2020, j'ai cofondé avec mon mari, mais aussi avec ma cousine et aussi avec mon beau-frère, l'association Swim for Change, qui est une association qui utilise la plateforme qu'on peut avoir grâce aux aventures à la nage et grâce aux défis sportifs pour sensibiliser autour des enjeux de l'environnement. Ok, c'est une histoire de famille aussi. C'est beaucoup une histoire de famille et de partage, et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi et qui est vraiment dans mes valeurs de base. Ok. Et j'ai cru comprendre l'autre jour lorsqu'on a parlé que tu rentrais d'un beau voyage aussi récemment. Alors, je rentre d'un très long voyage. On est parti en septembre 2025, donc il y a à peu près 6 mois, avec un bateau, un catamaran, le Papagayo de Marseille. On a fait un convoyage jusqu'au Cap-Vert, donc déjà pas mal de temps à la voile sur le bateau pour arriver au Cap-Vert. Puis avec Mhm. mon mari Mathieu, on a tenté de traverser l'Atlantique à la nage. On a Ok. réussi à nager les 12 premiers jours dans des conditions assez incroyables au milieu de l'Atlantique. Notre objectif Waouh. était de rejoindre la Guadeloupe à la nage. Après quelques péripéties, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais on a quand même Ouais. réussi à arriver en Guadeloupe fin novembre. Et là, je reviens de la Guadeloupe et je viens de faire le tour de la Guadeloupe à la nage, qui était une autre expérience complètement dingue. Waouh. Écoute, j'ai hâte que tu nous racontes toutes ces aventures et péripéties aussi. Merci pour déjà ce que tu nous amènes et je te propose qu'on avance tranquillement dans la première thématique. J'aimerais qu'on revienne, si c'est OK pour toi, sur ce qui est arrivé dans ton parcours fin 2023, début 2024 de mémoire. Hum, Tu m'as partagé avoir vécu un moment très difficile avec ce burn-out qui a été aussi un véritable point de bascule pour toi. Donc déjà, aujourd'hui, là, comment tu te sens dans la digestion de ce passage de vie, tu vois? Aujourd'hui, je sens que j'ai vraiment passé un cap, que j'ai retrouvé beaucoup de joie,
déjà, et c'est même quelque chose que des gens m'ont dit il y a quelques semaines. J'avais retrouvé mon sourire, retrouvé la joie. C'est vrai que ça prend du temps après un épisode comme ça de vraiment complètement retrouver sa joie et son sourire. Et je suis très contente de l'avoir retrouvé. Ça a été un long chemin, une longue route jusqu'à ça. Donc je me sens Hmm, beaucoup mieux. trop bien. Bon, en tout cas, les gens peuvent pas te voir, mais à la vidéo, ça se voit déjà, la joie, le soleil. Avec le recul, tu vois, d'aujourd'hui, est-ce que tu as traversé les étapes? Est-ce que tu arrives à identifier peut-être des signaux faibles que tu as peut-être pas pu ou voulu voir, tu vois, à ce moment-là? Alors, il y avait plein, plein, plein de signaux. C'est vraiment quand on traverse une épreuve comme ça, il y a plein de choses qui se passent où on se Ouais. dit, quand on regarde en arrière, on se dit, mais j'aurais dû voir. C'est très dur dans ces moments-là Mm. de voir. Mais il y a vraiment quelque chose où je me suis dit, mais c'est dingue. Je pense que je ne suis pas allée à la piscine. J'ai pas mis les pieds dans une piscine pour à peu près 6 mois en 2023. Et pour moi, quelqu'un qui nage depuis que je suis petite, moi, l'eau, c'est vraiment mon élément. Quand je, quand je saute dans une piscine après une longue journée, une journée qui a été dure, tout de suite, je me sens beaucoup mieux. Mm. Et donc vraiment, je me dis, mais pendant 6 mois, je me suis même pas autorisée à avoir un petit moment de joie, avoir un petit moment de bien-être pour moi-même. Je pense que ça montre à quel point j'étais pas bien et que j'étais même pas prête à m'offrir ça et que j'étais vraiment tout le temps en souffrance. Mm. Ouais, donc l'eau, c'est un élément refuge cocon pour toi? Exactement, et c'est vraiment un élément. Même je sais que si j'ai une journée qui va pas très bien, je vais prendre un temps pour prendre une bonne douche, quelque chose qui va me reconnecter à cet élément. Et de ne pas avoir mis les pieds dans une piscine pour 6 mois, c'était vraiment, j'avais jamais fait ça de ma vie. C'était la première fois de ma vie que j'avais complètement arrêté de nager en fait pendant 6 mois. Wow. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tu vois, tu es peut-être au mois 6 et tu te dis là, tu vois, la prise de conscience qu'il faut vraiment mettre sur pause, arrêter, couper, tu vois, elle arrive à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur particulier? Elle arrive à peu près à ce moment-là. C'est souvent l'entourage qui nous aide à savoir quand ça va pas bien. Et moi, c'était mes parents. C'était en septembre 2023. Sur la même semaine, j'appelle mes parents 2 fois. 2 fois après le boulot, 2 fois en larmes. Et au bout de la deuxième fois, ils me disent, mais en fait, rentre chez nous ce week-end, viens à la maison, repose-toi, viens à la maison, on va s'occuper de toi. Et je pense qu'eux avaient compris que voilà, ça devenait assez critique. Et j'arrive chez mes parents et le samedi matin, je me réveille et mon père, il m'avait préparé une présentation, une PowerPoint presentation, donc vraiment avec des slides et tout ça, où il Ok. m'expliquait qu'est-ce que c'était le burn-out. Et, Hmm. et, et c'était incroyable parce qu'il me l'expliquait. Moi, je suis une sportive avant, donc il me l'expliquait comme si en fait j'avais cassé ma jambe. Mais c'était pas ma jambe que j'avais cassée, c'était mon cerveau. Et que si j'avais cassé ma jambe, bah on m'aurait dit qu'il faut arrêter de courir et qu'il faut reposer ta jambe et que ta jambe elle est cassée et donc pendant quelques temps il faut pas courir. Et ça je le Hmm. comprenais. Et là il me l'expliquait en mode bah là c'est pareil, t'as cassé ton cerveau, tu l'as trop utilisé, tu l'as cassé et il faut le reposer. Il faut vraiment prendre le temps de se reposer. Ouais, il m'a expliqué aussi tout le côté scientifique derrière et tout ce qui se passe avec les neurones et autres. Et c'est vraiment cette Mhm. partie-là où je me suis souvenue et où ça m'a vraiment débloqué quelque chose et je me suis dit, ok, en fait, je comprends, il faut vraiment que, que je coupe, il faut vraiment que je prenne soin de moi, il faut vraiment que je me repose, il faut changer. Ouais, c'est hyper touchant aussi de voir le rôle de l'entourage, tu vois, là-dedans. Des fois, une métaphore ou un moment fort, tu vois, qui fait ce déclic-là. Et du coup, cette partie prendre soin de soi, c'est quelque chose que, avec le recul, tu trouves avoir occulté pendant, tu vois, des années en amont? Comment ça s'est passé? Alors, je pense que de base, j'ai une personnalité qui a un peu du mal à prendre soin de moi-même. Et donc, c'est quelque chose que je ne faisais pas beaucoup. Et je prends beaucoup soin un peu des autres autour de moi et je mets toujours un peu leurs besoins avant les miens. Et donc pour moi, ce burn-out, ça a été une vraie bascule là-dedans et dans mon quotidien. En fait, maintenant, je réalise que faut d'abord prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Et c'est comme ça qu'on peut mieux aussi prendre soin de son entourage. Et je repense un peu toujours à, à cette image. Dans l'avion, on nous explique qu'il faut d'abord mettre son propre masque avant de mettre masque aux autres. Et je me Hmm. remets toujours un peu cette image dans la tête.
où je me dis que voilà, il faut prendre soin de soi. Et c'est vrai que son entourage, c'est les meilleurs pour savoir comment nous expliquer les choses, comment nous les faire comprendre. Parce que finalement, à la fin de la journée, on peut que nous-mêmes se décider de vraiment changer les choses et de commencer à prendre soin de soi. Et donc, personne ne pouvait le faire pour moi, pas mes parents, pas mon mari. Et j'étais les seuls à pouvoir me dire, OK, en fait, maintenant, je vais commencer à changer les choses. Et j'ai commencé à être dans une phase où j'étais très curieuse. Et je voulais comprendre plein de choses. Et je pense que c'était un peu mon cerveau d'ingénieur où je voulais réellement comprendre ce qui était en train de se passer. Et être très, très Hmm. curieuse. Donc, j'ai rencontré énormément de gens pour vraiment comprendre et me dire, OK, comment est-ce que je peux changer mon quotidien pour être un peu plus à l'écoute de mes besoins. J'adore cette métaphore du masque et de l'avion. Et du coup, aujourd'hui, comment tu t'assures de mettre ce masque, toi d'abord, tu vois, dans ton quotidien? Je pense que ça vient par les petites choses, mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il faut s'offrir un cadeau par jour. Et c'est vrai que souvent, je me dis à la fin de la journée, en fait, est-ce que j'ai fait quelque chose pour moi aujourd'hui? Est-ce que je me suis fait plaisir? Est-ce que je me suis autorisée? Que ce soit la mousse au chocolat en dessert ou que ce soit une petite marche pour se faire du bien. Donc déjà, il y a vraiment ça où je pense qu'il faut qu'on ait... Moi, j'essaye d'avoir vraiment un petit moment chaque jour où je me fais plaisir. Et après, j'ai aussi des petits rituels qui me font du bien. J'ai commencé à marcher le soir avant d'aller me Ouais. coucher pour vider mon esprit, pour aller me coucher dans un état plus reposé, moins stressé. Donc j'ai un peu après des petits rituels comme ça que j'ai mis dans mon quotidien pour commencer et finir la journée d'une manière où je prends vraiment soin de moi. J'adore là, le cadeau à soi au quotidien. Ça me rappelle, ça m'évoque une discussion que j'ai eue d'ailleurs dans un épisode de podcast avec Romain, dans lequel on regardait l'importance du bonheur égoïste dans le sens, pas que tourner sur soi, mais à un moment donné, si on se priorise pas soi-même, on peut pas être présent d'une belle façon dans nos autres sphères, nos autres galaxies, etc. Et donc c'est vraiment ce reminder de, waouh, il faut aussi que je passe premier à un moment donné. Mm. Et c'est aussi la clé, quoi. Complètement. Et moi, souvent, c'est quand même manger du chocolat. C'est quand même mon petit... C'est c'est très très bien. Mais tu vois, je pense que mon cadeau aujourd'hui, c'est d'enregistrer ce podcast ensemble parce que c'est un truc que j'adore et je pense que tu vois, mon cadeau du jour, c'est ça pour moi. Génial. J'aime beaucoup aussi, tu vois, regarder ce qui peut se passer au niveau de l'identité dans un moment comme ça où peut y avoir des doutes, une faiblesse énergétique qu'on n'a peut-être pas ressentie, tu vois. Toi, qu'est-ce qui s'est joué si tu arrivé de l'identifier aujourd'hui, si tu as envie d'aller là-dedans aussi, hein, il y a pas d'obligation à ce moment-là, tu vois, quand tu as traversé ce moment-là. C'était très dur pour moi parce que depuis que je suis toute petite, on me définit un peu comme cette fille qui est hyper souriante, hyper optimiste. Et même, moi, j'ai eu la chance de grandir en Chine. Et quand je suis arrivée en Chine, on m'a donné un prénom chinois qui est Le I, qui veut dire Mhm. éternel optimiste, en fait, qui veut dire épanouissement. Et donc, c'était vraiment lié à mon identité, ce côté souriant, ce côté heureuse. Et donc, pendant mon burn-out et après, pendant ma dépression, bah, je l'avais complètement perdu. Et donc, j'avais vraiment l'impression, mon cerveau, il me disait, mais en fait, si les gens, ils t'aiment parce que tu es souriante et que là, tu souris plus, est-ce que les gens autour de toi vont quand même t'aimer? Hmm. Et j'avais, en fait, vraiment du mal à me dire, mais en fait, les gens autour de moi, mon mari, mes parents, mes frères et sœurs, est-ce qu'ils vont encore m'aimer? Parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis même plus moi-même, je suis plus souriante, je suis plus cette fille heureuse tout le temps. Ça, c'était très dur parce que ça me envoyait un peu dans un cercle vicieux où Hmm. ça me faisait encore plus de mal et donc j'étais encore plus en dépression et donc après j'étais encore, enfin vraiment c'était, je perdais encore plus mon identité et donc j'avais vraiment besoin de me dire ok en fait ça va prendre du temps à sortir de ça et c'est ok et de réaliser qu'en fait que même si voilà pendant une certaine période j'étais plus un peu cette fille qui était heureuse, qui était souriante, ben les gens autour de moi en fait ils m'aimaient encore et il n'y avait Hmm. pas de souci par rapport à ça. Mais ça a été vraiment très dur pour moi et je me souviens vraiment de me dire mais je suis plus souriante, les gens vont plus m'aimer parce qu'en fait ils m'aiment parce que je suis souriante. Ouais, je trouve ça fascinant et ça me fait penser à aussi cette notion d'amour inconditionnel. Mm. Des fois, on n'a pas forcément accès parce qu'on croit qu'on doit tout le temps jouer ce rôle de souriant, optimiste, gai, alors qu'un être humain, où là, il a aussi une part je suis pas tout le temps comme ça et c'est ok. J'ai aussi des phases où
j'ai le droit de pas aller bien. Mmh. Oui, complètement et Merci qu'en en tout fait, cas de finalement, on a toutes ces phases-là et ouais. c'est au fait, finalement, pour la première fois de ma vie, j'ai pris conscience que les gens autour de moi aussi avaient des phases où ils allaient pas bien. C'est pas parce qu'ils allaient pas bien que je les aimais plus. Donc je me suis dit: «Bah oui, c'est vrai Mmh. que ça peut être pareil dans l'autre sens». C'est dingue, hein, la symétrie. C'est sûr. Trop bien. Merci de partager ça. Et du coup, pendant la période qu'on pourrait peut-être appeler de reconstruction, je sais pas comment tu l'appelles toi, est-ce que tu pourrais partager peut-être pour des gens qui traversent aussi quelque chose de similaire ou qui l'ont partagé, ou peut-être, on ne sait pas, ça peut arriver à tout le monde, mais peut-être une approche, un outil, peut-être une façon de percevoir les choses, tu vois, que tu sens avec le recul qui t'a réellement aidé à passer des étapes, tu vois, à remettre du mouvement ou changer un peu la dynamique. Moi, j'ai vraiment été curieuse et j'ai testé plein de choses. J'ai déjà, bien sûr, je me suis fait accompagner par un psy, mais j'ai aussi testé l'hypnose. J'ai beaucoup aimé le côté un peu chaman, tout ça. Donc vraiment, j'ai fait tester beaucoup de choses et c'était ma manière de faire. Et je pense que avant tout, il faut faire une approche qui se ressemble. Mais il y a quelque chose que moi, j'avais vraiment du mal avec ça. J'avais du mal avec le fait que ça allait être un temps long. Et comme c'est un temps long, c'est très dur de voir le progrès qu'on fait. Et il y a quelque chose que j'ai commencé avec ma meilleure amie un week-end. On a pris une grande feuille de papier, on a fait plein de carreaux. Et chaque carreau représentait une journée. Et dans chaque carreau, je devais mettre une couleur qui représentait mon émotion de cette journée. Donc j'avais choisi des couleurs pour représenter la joie, pour représenter le stress, la fatigue. En fait, j'avais un peu des couleurs différentes pour chaque émotion et je devais remplir chaque carreau chaque jour en fonction de mon émotion. Et je l'ai fait ça pendant plus d'un an et demi. Et en fait, je réalise qu'au début, toutes les couleurs un peu négatives, elles étaient plutôt dans les verts bleus. Donc je réalisais qu'au début, j'avais beaucoup de verts bleus. Et au fur et à mesure, je Mhm. voyais visuellement que j'en avais moins en moins et que j'avais beaucoup plus de couleurs dans les oranges, dans les rouges, dans les jaunes, qui étaient beaucoup plus des couleurs d'émotions positives. Et en fait, cet outil qui était très visuel m'a permis de voir que oui, il y a des moments où ça va encore moins bien. C'est normal. Un an plus tard, on a encore des moments où ça va encore moins bien. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'en fait, on en a moins des moments comme ça et que c'est quand même Mhm. majoritairement des journées où on est plutôt dans le côté positif, plutôt heureuse. Et cet outil, je l'ai accroché dans ma chambre, il était dans ma chambre pendant plus d'un an et demi, je l'ai colorié tous les jours. Et il m'a vraiment, vraiment aidé à prendre conscience que c'était un temps long, mais que dans ce temps long, je faisais quand même du progrès. Génial, en fait, il y a plein de choses là-dedans. Donc, j'entends l'approche et le travail et la compréhension de ses émotions. Mm, C'est quelque chose où on va pas forcément dans notre quotidien et néanmoins que je trouve qui est clé, tu vois, pour se faire son self-checking, tu vois. C'est complètement. quelle Déjà, couleur aujourd'hui, tu vois. se poser chaque jour, en fait, comment je me sens. C'est quoi mon Ouais. émotion du jour, comment je me sens. Et bien sûr, dans cette journée, on est passé par plein d'émotions, mais j'ai essayé de prendre un peu celle qui était voilà, celle qui représentait la majorité de ma journée. Et déjà d'avoir ce petit moment avec soi-même de OK, comment je me sens aujourd'hui. Et j'adore aussi ce que tu partages sur le temps long. Ça me parle beaucoup. Moi, c'est quelque chose que j'essaye vraiment de m'inculquer, tu vois, notamment dans la création d'une activité de coaching. Donc, il faut des milestones, des quick wins, mais il faut aussi, tu vois, travailler le temps long. Je trouve prendre de la hauteur sur ce temps-là, tu vois, accepter qu'il y a des étapes, accepter que tout n'est pas rapide. Et donc, je trouve que quand tu te mets aussi dans cette dynamique-là, tu vois, ta zone de stress, elle s'apaise un peu. Parce que je pense qu'on est aussi dans une société où il y a beaucoup d'injonctions sur la rapidité, sur la performance, etc. Et je pense qu'on absorbe beaucoup de cette pression-là, alors que notre rythme interne, en fait, il n'est pas forcément câblé de cette façon-là aussi, tu vois. Mm. Est-ce que ça te parle, toi aussi, sur maintenant comment tu appréhendes un peu la vie, les choses? Complètement, et j'ai l'impression que même notre rapport au temps doit évoluer. Et moi, il a beaucoup évolué. Avant, j'avais l'impression que je devais toujours réussir tout très vite et que je mettais quelque chose en place et une semaine plus tard, voilà, j'allais en voir les résultats. Et en fait, c'est pas du tout ça. Il y a beaucoup de choses où en fait, il faut prendre le temps de vraiment les travailler et que c'est que après quelques semaines, quelques mois, même quelques années qu'on va réussir ou qu'on va voir en Ouais. fait ce résultat. Et ça m'a vraiment appris à accepter qu'il y avait un temps long et qu'il est naturel, il est autour de nous.
la forêt, la nature, et ça vit aussi sur un temps long, et en fait, il faut qu'on s'adapte aussi à notre environnement. Ouais, complet. Tu vois, ça, c'est une approche que j'essaye beaucoup de transmettre à mes clients, parce que le coaching, c'est planter des graines, c'est planter des prises de conscience et accepter qu'il y a des choses qui prennent du temps. Et évoluer prend du temps. Et moi, c'est quelque chose que je capte de plus en plus et je trouve ça, ouais, c'est génial quand on arrive à le vivre, à le sentir au quotidien, en tout cas. Mm. Tu m'as parlé tout à l'heure, moi j'adore bosser sur les croyances aussi. Tu Mhm. m'as parlé d'une croyance que tu as réussi à shifter. Tu sais, quand tu m'as dit, bah, je ressentais de la culpabilité de ne pas être ce soleil ou cette gaieté que normalement qui me définit en tant que, tu vois, en tant que Chloé d'identité. Est-ce que tu perçois d'autres croyances que tu as dû déconstruire pour continuer à avancer, tu vois? Mm. Il y a un peu cette croyance, je suis quand même quelqu'un qui a une personnalité vraiment perfectionniste et autres, et donc il y avait cette croyance de je dois toujours être parfaite, euh, et je dois toujours être très productive, je dois toujours être vraiment, toujours en fait faire quelque chose, toujours contrôler les choses autour de moi, enfin vraiment, il y avait un peu tout cela, et j'ai vraiment essayé de me dire, en fait, c'est pas ce que je fais, c'est aussi qui je suis qui est important. Et cette croyance-là, elle était très dure. Waouh! Déjà à la comprendre, et après à essayer de la faire vivre au quotidien. Mais vraiment, j'avais l'impression qu'en fait, j'étais définie par mes résultats, par ce que je produisais, par ce que j'apportais concrètement dans ce monde, et pas par juste la personne qui j'étais. Ça, je suis encore un peu en train de travailler, hein. C'est Mmh. pas en 1 an et demi qu'on arrive à shifter tout ça, mais au moins j'ai pris conscience de cette croyance, et j'essaye vraiment de me dire que, voilà, que finalement, en fait, je peux aussi avoir des journées où je fais rien, je produis rien, je ne suis pas productive, je n'ai rien apporté à ce monde, et c'est aussi très ok, parce que finalement, j'ai juste été moi-même, j'ai passé du temps avec ma famille, avec mes amis, et c'est quand même déjà très très bien. Et c'est largement suffisant. Exactement. Exactement. Et c'est une petite phrase que j'ai mis en fait sur mon miroir. J'ai accroché quelques petites phrases sur mon miroir dans ma salle de bain que je lis tous les matins. Et cette Mmh. petite phrase, c'est vraiment de se dire que, en fait, je n'ai pas besoin d'être productif aujourd'hui pour avoir de la valeur. J'ai de la valeur sans être productif aujourd'hui. Waouh, j'adore. J'adore parce que c'est, quelque chose qui me parle beaucoup. Hem, D'ailleurs, je trouve qu'on est des êtres humains et pas des fers humains et c'est vraiment, alors je trouve que là aussi, c'est le côté de la société aussi, hein, qui met de la pression là-dessus sur faire, faire, faire pour avoir, mais sans oublier qu'en amont de la chaîne, il y a l'être et quand il est bien l'être, il peut faire bien pour ensuite avoir et cet alignement-là, pour moi, il est tellement crucial. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on devrait, enseigner, je trouve beaucoup plus tôt, tu vois, dans le système, Complètement. éducatif. Complètement. C'est Merci sûr. d'avoir partagé ça, parce que c'est en plein dans le mille pour moi. Tu sais, dans mes accompagnements, je vois aussi souvent que le burn-out, c'est pas seulement, une chute, un effondrement, mais c'est aussi un révélateur qui vient aussi, exposer une tension invisible entre qui l'on est profondément et un rôle, un rythme qu'on s'efforce de tenir. Et ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est la force de l'humain à avoir cette capacité à remettre du mouvement. Et chez toi, j'ai l'impression que ce mouvement, il a pris forme de différentes façons, mais notamment à travers ces défis, la traversée de l'Atlantique à la nage avec ton mari Mathieu, tu vois, ce qui nous amène tranquillement dans la deuxième thématique sur le défi sportif, être face à soi-même dans l'océan. Peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire comment on se prépare à un défi de cette ampleur, mais physiquement et mentalement à la fois, tu vois? Alors c'est sûr qu'on se prépare de plein de manières différentes, et même pour moi au début, comme en 2024, début 2024, je me trouve en burn-out, et on avait déjà un peu cette idée avec Mathieu de traverser l'Atlantique à la nage. En fait, je pensais que à cause de mon burn-out, ça allait plus pouvoir avoir lieu. Et c'est vrai que la première question qu'on s'est posée avec Mathieu, c'est en fait, est-ce que tu es prête à ça? Est-ce que tu es prête à te relancer dans quelque chose de si gros?
Est-ce que tu le sens? Est-ce que ça va t'aider ou est-ce qu'au contraire, ça va peut-être être encore plus compliqué pour toi de te remettre de ça? Parce que la priorité pour nous, pour moi, mais aussi pour nous, dans le couple, c'était de se dire, bah, il faut que tu ailles mieux, il faut d'abord que la priorité soit sur toi et que tu prennes vraiment ce temps pour aller mieux et récupérer. Donc en fait, au début, j'ai vraiment pris ce temps-là et je me suis pas du tout mise sur la partie préparer l'Atlantique. Et après, en fait, j'ai réalisé que finalement, d'avoir quand même ce petit projet, surtout un projet où ça a plein de choses, mais se préparer physiquement, se préparer mentalement, ça aide aussi quand même à se remettre dans une dynamique vraiment où on reprend contrôle de soi. Et moi, la préparation physique du projet, donc déjà, on a fait beaucoup d'entraînement, que ce soit de la muscu, mais aussi beaucoup d'endurance, beaucoup de natation, plein d'autres sports. En fait, de déjà remettre du sport dans ma vie, de retourner à la piscine, de mettre du sport dans ma vie, ça m'a réussi à être hyper en fait, connectée à mon corps. Je trouve que quand je fais beaucoup de Hmm. sport et qu'en plus, là, on avait vraiment tout un entraînement avec un accompagnateur, enfin, avec coach, kiné et autres. Et donc, c'est vraiment une phase de ma vie où je me dis, en fait, là, j'ai l'impression de reprendre le contrôle parce que je reprends le contrôle de mon corps d'abord. Je commence à ressentir un peu tous les aspects de mon corps, les muscles, les tendons. Je commence à vraiment l'impression que je me ressens connectée, en fait, à mon corps, où j'ai l'impression d'avoir été complètement déconnectée de mon corps à cause de ce burn-out. Et après, il y a l'aspect mental qui est un gros travail. Moi, je travaille beaucoup sur la visualisation. Donc, quand je Hmm. prépare des gros défis, surtout en eau libre et donc surtout dans les sports extérieurs où on est aussi, bah, en fait, on peut rien contrôler, la météo, les conditions, il y a tellement peu de choses qu'on peut contrôler. Je travaille beaucoup sur la visualisation pour me mettre vraiment dans, dans les conditions, imaginer un peu à quoi ça va ressembler, imaginer comment mon corps va se ressentir, comment est-ce que, voilà, qu'est-ce qui va être dur, et je me prépare un peu par cette visualisation. Et donc toute la partie mentale, de construire tout ça et de me préparer pour le défi, m'a aidé aussi un peu à essayer de pouvoir recontrôler mes pensées, recontrôler mon cerveau, reprendre un peu le contrôle de tout ça et me dire, ok, en fait, je peux aussi, je peux maîtriser à quoi je pense, je peux maîtriser mon cerveau, je peux l'aider à penser d'une manière très positive, à pouvoir se dire, ok, je visualise ça et tu pourras le faire et tu pourras réussir et tu te sentiras bien. Et donc ça, finalement, en fait, cette partie préparation m'a aidé aussi à accompagner un peu la fin de m'être remise de mon burn-out. Donc il y a plein de choses là-dedans. Donc j'entends qu'en fait ce projet, ça a été aussi un outil pour te relever, Mhm. te reconnecter physiquement à ton corps, à retomber dans l'eau qui est cet endroit cocon aussi pour toi, à ressentir aussi physiquement ce qui se passe et l'importance à la fois de la visualisation, Mm. mais aussi de reprendre le contrôle, tu vois, sur ses pensées, entraîner cette partie-là. Justement, concrètement, comment tu t'y prenais, ou d'ailleurs comment tu t'y prends encore aujourd'hui, tu vois, pour reprendre le contrôle sur des pensées parasites qui peuvent émerger, tu vois, de ces pensées négatives. Comment tu fais ça, toi, de ton côté? Je pense que ça fait tellement longtemps que je le fais que je sais pas trop comment je le fais. Mais Ouais, c'est presque ouais, instinctif maintenant. c'est quelque chose. Je fais du sport d'endurance depuis que je suis très jeune, donc c'est vraiment quelque chose que je fais depuis tout longtemps. Mais en fait, déjà, je planifie un peu mes pensées. Donc j'aime beaucoup me dire, ok, voilà, pendant cette course que tu vas faire dimanche, bah tu vas penser à ça, tu vas penser à ça, tu vas penser à ça. Donc déjà, me planifier, ça m'aide à avoir déjà des sujets. Je laisse pas juste, je me pointe pas le jour J en me disant on verra ce qui arrive dans mon cerveau parce que souvent c'est négatif. Donc si je planifie, j'ai déjà un peu des choses auxquelles je vais penser, que ce soit repenser à des bons moments, que ce soit imaginer ma maison de l'avenir. Ça c'est souvent un sujet qu'on aime bien avec Mathieu, qu'on aime bien penser. Ouais. Et après, et donc déjà, il y a un peu ce côté planifié pour vraiment pouvoir contrôler. Et après, il y a aussi se faire un peu avec ce qui se passe le jour J, un peu s'adapter aux éléments. Et en fait, je réalise que souvent, je visualise bien pire que ce qui est en train de se passer. Donc, par exemple, moi, sur l'Atlantique, je visualisais des conditions catastrophiques avec une pluie battante, avec des vagues de 3 mètres. Donc, en fait, quand je me retrouve le jour J et qu'il y a un grand ciel bleu et que des vagues de 3 mètres, ça me paraît très facile. Et je suis très heureuse, en Hmm. fait.
Et donc, de visualiser vraiment toutes les conditions et de visualiser, pas que je vais pas réussir, mais juste que je vais, en fait, réussir dans des conditions, qui sont très, très compliquées. Bah, le jour J, quand les conditions sont un peu plus simples, bah, finalement, ça passe très bien. Trop bien, hyper intéressant. Donc, c'est l'importance là-dedans d'anticiper à travers la visualisation différents types de scénarios, c'est ça? Exactement. Exactement, j'anticipe, plein de scénarios possibles et j'ai vraiment toujours un peu mes sujets, prêts à pour occuper un peu mon cerveau pendant que je vais nager. Surtout en nageant, on peut vraiment faire rien d'autre que réfléchir. Donc il faut vraiment prévoir à Hmm. quoi on va réfléchir. Donc, tu brainstormes avec toi-même. Je brainstorm avec moi-même, ouais. J'ai un peu mes sujets, Trop ma bien. liste prête. Et du coup, quand on est dans ce type de défi, donc j'imagine, est-ce qu'on prépare un nombre de kilomètres qu'on envisage pouvoir nager chaque jour? Comment ça se passe si tu nous mets un peu en immersion, tu vois, du projet? Alors nous, quand on prépare nos aventures à la nage, on pense plus au nombre d'heures. On calcule plus par rapport au temps que par rapport aux kilomètres. Parce que quand on est Ok. en eau libre, on est euh, tellement en fait au merci des courants, des conditions qu'en Hmm. fait c'est pas du tout. Enfin, essayer de nager un temps de kilomètres, ça peut vraiment varier d'une journée à l'autre en fonction des courants. Qu'on pense plutôt par temps. Et donc avec Mathieu, on avait décidé qu'on allait nager que la journée, que la nuit c'était trop dangereux parce que bah il fait nuit, c'est beaucoup plus compliqué à retrouver un nageur et aussi parce que il y avait voilà beaucoup plus de risques par rapport à nager la nuit. Donc on voulait nager la journée, on savait que le soleil c'était entre 6 heures et 17 heures à peu près. Et donc si on sépare ces horaires-là, ça fait à peu près 5 heures de nage par personne. Donc je nageais 3 heures le matin et 2 heures le soir. Et en fait, quand je me prépare un peu à ces temps-là, j'arrive à visualiser en fait ma routine de la journée. Je vais me réveiller, je vais manger, je vais me préparer à nager, je vais nager. Après, je vais remanger, refaire une petite sieste. En fait, d'essayer de faire rentrer ça dans une routine. Moi qui aime bien aussi un peu ce côté d'avoir une routine, d'avoir un peu ces repères-là, de savoir, et finalement de rentrer dans quelque chose où j'ai même plus besoin de réfléchir. Je sais ce que je dois faire. Il est 7h30, je sais que je dois commencer à me mettre en combi. Euh, Hmm. et ça aide en fait à finalement moins se poser de questions en fait. Parce que si on commence à se poser trop de questions, on n'a plus envie de nager. Donc il faut vraiment rendre un maximum de choses au plus facile possible. Ok, donc l'importance là-dedans d'avoir aussi des routines comme repères Mm. pour pas que la partie, le hamster dans le cerveau s'enclenche, c'est ça aussi? Ouais, complètement. Et même dans la préparation, de toujours un peu avoir sa petite routine de je me prépare à nager. Donc je commence par mettre le bas de ma combi. Après, je m'échauffe un peu les épaules. Après, je prépare plutôt mes bouchons d'oreilles, mon bonnet. Enfin, en fait, j'avais vraiment toujours la même routine. Comme ça, déjà, j'oubliais rien, qui est déjà important. Mais en plus, ça devient Mhm. familier et je pense que le cerveau, en fait, quand il est confortable, il sait ce qui va se passer, en fait. Il sait qu'il va se préparer, il sait exactement comment il va le faire et après, il sait qu'il va sauter à l'eau. Et comme il sait tout ça, il n'a pas peur parce qu'il l'a déjà fait hier, il l'a déjà fait avant-hier. Donc de garder un peu cette routine, ça enlève un peu toutes les barrières que peut nous mettre notre cerveau si on doit toujours sortir de notre zone de confiance, si on doit toujours faire des choses nouvelles. Hmm. Wow. Et du coup, mais moi, ça me semble aussi un élément potentiellement tellement hostile, tu vois. Alors, t'as parlé des courants, mais au bout d'un moment, je sais pas, l'hypothermie, le froid. Je me dis, mais comment tu t'hydrates, tu t'alimentes, si c'est le cas, tu vois? Est-ce que tu peux nous immerger dans, je sais pas, hein, une journée forte où tu as eu une combinaison d'hostilité et tu te dis, comment je vais gérer ça, tu vois? Donc déjà si je vous emmène dans un relais qui dure 3 heures, moi je saute dans l'eau à Ouais. 9 heures. J'ai tout mon équipement avec moi et j'ai toujours quelqu'un qui m'accompagnait. Donc c'était euh, ou Lorraine ou Chloé, qui étaient mes deux accompagnatrices, qui elles étaient sur l'annexe juste devant moi, qui me guidaient parce que déjà dans l'Atlantique, c'est l'océan à 360, donc déjà il faut savoir dans quelle direction nager. Donc c'est bien de pouvoir suivre la petite annexe devant. Et je nage en fait 1 heure et après j'ai un petit ravito. Donc l'annexe s'arrête, je peux remonter sur l'échelle et on me donne à boire et à manger. Et ce que j'aimais beaucoup avec ces moments-là, c'est qu'en fait on partageait toujours un petit commentaire, une petite blague, quelque chose qui se passait en fait pendant ce ravito. Et souvent ça me lançait aussi mentalement pour leur avenir. Par exemple, je me souviens une fois,
je sais plus si c'était avec Lorraine ou Chloé, mais on parle de comédie musicale et on se dit, t'imagines si tu devais créer une comédie musicale avec toutes les chansons d'un artiste, ce serait quel artiste? Donc après, pendant la prochaine Hmm. heure, je réfléchis que à ça et je me fais tous les artistes dans ma tête. Je me dis, ce serait Adèle. Adèle, ce serait trop chouette. Il y aurait toutes ces chansons. On pourrait créer une histoire autour de ça. Et après, au prochain ravito, une heure plus tard, on en discute. Et je trouve que en fait, c'est réussir à découper, en fait. À chaque fois, quand on fait une épreuve d'endurance, il faut réussir à découper. Et quand on découpe, finalement, ça devient plus facile, plus abordable. Moi, je sais qu'une heure, ça passait en 10 minutes dans ma tête. Enfin, vraiment, j'avais l'impression que le temps passait hyper vite. Et de réussir à Hmm. découper et avoir toujours un petit peu des petits moments de plaisir où je peux manger quelque chose, je peux boire quelque chose et après je repars. J'ai l'impression que c'est le premier coup de bras que j'ai fait de la journée en fait. Ok. Donc vraiment de découper la grosse partie en petits pas, en petites étapes, pour que ça soit plus Exactement. dur. Et après pour les Ok. conditions, ça je pense que ça vient aussi avec l'habitude. Nous on nageait dans des grosses vagues, il y avait à peu près 3 mètres de houle dans l'Atlantique quand on nageait. On avait, ouais, je pense Wow. entre 2 et 3 mètres la plupart des jours. Ça, c'est l'habitude. C'est vrai qu'au début, ça paraît impressionnant et je pense que n'importe qui d'autre qui sauterait au moment où je saute dans l'eau se dirait, mais jamais je vais sauter là-dedans. Et, et moi, j'avais beaucoup préparé ça. Déjà, je m'étais entraînée dans des grosses vagues. Et après, j'avais fait ce travail de visualisation, en fait. Et donc, je m'étais visualisée nager là-dedans. Et j'avais réussi, en visualisant, d'enlever la peur. Et en fait, j'avais aucune peur qui venait à l'esprit. Et donc, je sautais comme si c'était une piscine municipale à Annecy, tranquille, quoi. Un lac. Exactement. Quand tu dis 3 mètres de houle, tu vois, c'est vraiment le relief que tu dois traverser à chaque fois ou des vagues qui se cassent sur toi et tu dois plonger en dessous, Alors type non, surf, tu vois. c'est vraiment plutôt la houle parce qu'on est vraiment au milieu de l'Atlantique. Après, il y avait des petites vagues qui se cassaient de temps en temps et je les sentais se casser sur mon dos. Mais Mhm. c'était vraiment plus de la houle. Donc en nageant, c'est beaucoup moins. Finalement, notre corps, il monte et il descend et on sent qu'il est en train de bouger avec le mouvement de cette houle. Et ça demande aussi de savoir se connecter un peu à l'élément autour de nous. En fait, quand on fait Mhm. du sport d'endurance et surtout en extérieur, il faut vraiment réussir à se dire, ok, en fait, je contrôle très peu de choses. Moi, je contrôle juste mes 2 bras et mes 2 jambes, mais le reste, c'est l'océan qui est en train de tout contrôler. Et donc, je dois être en connexion avec l'océan autour de moi et je dois essayer de comprendre, en fait, c'est quoi le rythme des vagues là actuellement pour que je m'adapte à ce rythme-là. Et je pense qu'en fait, de faire ce sport-là, ça m'a aussi permis moi en fait dans ma vie de me dire je peux pas tout contrôler, je peux que contrôler certaines choses et je dois toujours en fait m'adapter à ce qui se passe autour de moi et ça m'a vraiment aidé oui à mieux m'adapter en fait et à savoir que dans toute situation en fait je dois forcément toujours m'adapter à mon entourage. Ouais, c'est un bel exercice sur le lâcher prise et sur la puissance des éléments. Complètement, surtout pour une petite fille qui est hyper perfectionniste et qui aime bien tout contrôler, c'est une belle leçon. Mais c'est bien, on voit qu'en fait, tu allais te mettre dans un écosystème où justement tu contrôles très peu. Donc c'est étonnant Exactement. et à la Oui. fois pas tant. Et du coup, je me dis que tu vois, alors, il y a forcément à un moment donné de la fatigue ou le corps qui tire un peu, tu vois, qui te crie peut-être stop. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je me l'imagine. Qu'est-ce qui se passe, tu vois, dans ta tête dans ce moment-là, tu vois, quand tu arrives tu sens que tu es un peu dans le rouge et comment tu gères cette situation pour stick to the plan, tu vois, mes 3 heures, mon shift, etc. Je pense que en fait, c'est bizarre parce que quand je regarde en arrière, j'ai jamais l'impression d'avoir eu un moment où c'était dur, Ah ouais, où ok. j'étais dans le rouge. Mais sur le moment, je pense que les gens me diraient, mais si, t'étais vraiment épuisé quand même, hein, c'était quand même fatigant. Et c'est marrant comme le cerveau, il oublie ça. Il oublie vraiment ces moments comme ça, parce que c'est finalement des moments qui sont assez éphémères. Et je pense que, en fait, d'aider à être dans une routine est toujours, en fait, moi, ce qui m'aidait, c'est que chaque soir, j'avais une vraie routine de récupération. On essayait vraiment de prendre soin du corps et de se dire, OK, faut que je fasse faut que je mes étirements, faut que je me masse un petit peu, faut que je mette de la crème. Voilà, en fait, c'est cette petite routine-là. J'arrive, je pense, à travers ça, à me dire, OK, en fait, demain, je suis prête mentalement pour recommencer et j'ai encore envie de continuer. Et je pense que ce qui est le plus important dans tout ça, c'est de toujours garder l'envie, d'avoir l'envie de Hmm. nager. Et même si c'est dur, même si je suis fatiguée, même si je sens qu'il y a un moment où je suis un peu plus dans le rouge, tant que j'ai l'envie, tant que je suis encore heureuse,
En fait, finalement, ça s'estompe toujours. En fait, ce sentiment négatif parce que j'ai encore l'envie, j'ai encore la joie, et donc je vais juste avoir envie de continuer. Après, il y a quand même des solutions très techniques qui sont très pratiques, qui s'appellent des écouteurs. Incroyable. Et je sais que moi, sur souvent les derniers relais du jour, quand ça fait déjà 3 heures que j'ai nagé, qu'il me faut encore nager 2 heures, petits écouteurs qui vont sous l'eau, ça aide à, voilà, penser à autre chose, à se mettre de la musique et à retrouver un petit peu cette joie et cette envie si on sent qu'elle est un petit peu, voilà, que dans la journée, on l'a un peu perdue. Ok, donc un petit coup de boost Il à y a travers la toujours, musique. toujours des solutions de coup de boost à travers la musique. Trop bien, trop bien. Et du coup, est-ce que tu arrives là avec le recul d'aujourd'hui à identifier, tu vois, donc tu as parlé d'envie, de petits outils un peu pour remettre dedans ou arroser cette envie quand elle diminue un petit peu. Est-ce que tu utilises sinon d'autres phrases ou est-ce que tu as un dialogue intérieur, tu vois, qui revient le plus souvent chez toi, t'observes quand tu es dans ce type d'effort, tu vois, pour y retourner une nage après l'autre, un shift après l'autre. Je pense que je reviens vraiment sur ce côté de joie, en fait. Moi, je sais que le matin, avant d'aller à l'eau, avec les filles sur le bateau, on mettait la musique, on se faisait un super petit déj. En fait, je pense que pour garder, en fait, cette énergie quand on fait du sport, quand on doit faire nos épreuves sportives, c'est juste de s'assurer que le reste de notre vie est hyper joyeuse et qu'on va bien, en fait, qu'on est dans un état de joie. Et en fait, avec ça, on a eu, voilà, après moi, j'ai juste envie de mettre ma combi et sauter dans l'eau et tout va bien parce que, j'ai dansé un petit peu, j'ai mangé un super petit déj, je suis heureuse. Et donc c'est finalement, on revient un peu ce petit cadeau qu'on se fait tous les jours. Moi, je me Hmm. faisais ce petit cadeau le matin de mettre de la musique, de me faire un super petit déj et comme ça, j'étais dans un état de joie et donc, en fait, ça me porte pour, débuter et ça me porte après pour les 3 heures de natation, qui vont suivre, pendant la matinée. Ok. J'essaye de m'imaginer, toi, je suis sur un bateau là, l'Atlantique, il n'y a rien, l'océan à 360. Là, qu'est-ce qu'on ressent quand on regarde ça et on se dit en fait, on est seul, seul au monde là, face aux éléments. Tu vois, qu'est-ce que toi tu ressentais là quand tu regardais autour de toi? Beaucoup de liberté, en fait, beaucoup de liberté. Ah ouais. Parce qu'en fait, je pense que ce que j'ai réalisé, surtout d'être aussi loin de, je pense, notre société aujourd'hui, en fait, quand on se retrouve sur le bateau, très loin de tout, très loin des infos aussi, surtout des infos qui sont assez pesantes en ce moment avec l'actualité. Moi, j'ai réalisé que me retrouver sur un bateau au milieu de l'océan assez déconnecté, en fait, j'ai retrouvé un peu cette légèreté. Et je trouve que c'est Hmm. quelque chose, c'est peut-être aussi, tu vois, une part de ce qui s'est passé avec mon burn-out et autres, c'est en fait réaliser que l'actualité autour de moi était aussi très pesante, très compliquée, surtout quand on travaille dans les sujets environnement. Et en fait, je réalise que trouver cette légèreté dans cette société, elle est pas facile en fait. Et ça peut être très pesant. Et donc, en fait, me retrouver sur un bateau entouré de l'eau à 360, me sentir hyper connectée à l'océan. Je me sentais toute légère et toute libre. Et c'était ça qui me donnait aussi beaucoup de bonheur. Ouais, c'est un bel exemple, je trouve, de comment, en tout cas, pour qu'on réfléchisse chacun de notre côté à comment c'est quoi ma stratégie pour mettre de la légèreté, tu vois, dans mon quotidien, comment je m'y prends, de quoi j'ai besoin et comment je l'implémente. Ça m'évoque vraiment l'importance de ça, ouais. Complètement, et c'est une question que je suis en train de me poser aujourd'hui parce que maintenant que je retourne et que j'ai réalisé que je suis là depuis 2 semaines et que ça me pèse déjà énormément, en 2 semaines, j'ai l'impression de me prendre un tsunami de l'actualité et de Ouais. tout ce qui se passe en ce moment. Je me dis, oh, en fait, il faut que je réussisse à retrouver cette légèreté. Il faut que je réussisse à créer des petits moments dans mon quotidien avec cette légèreté. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je pense qu'il faut que chacun, chacune, ouais, d'avoir un peu ces petits moments-là parce que c'est pas facile, le quotidien n'est pas facile. Ouais, ça peut être assez anxiogène si on est très attentif tous les matins et qu'on allume la télé. C'est sûr. Et justement, tu vois, l'océan, ça a l'air d'être un élément qui te fascine et je comprends largement pourquoi, mais qu'est-ce que l'océan t'a appris sur toi? Peut-être que personne d'autre n'aurait pu t'enseigner, tu vois? L'océan, elle m'a appris beaucoup d'humilité. Hmm. Euh, il y a quelque chose qu'on retient vraiment avec Mathieu de cette aventure, et c'est quelque chose qu'on s'est tous les deux dit à la fin, c'est qu'en fait,
on contrôle rien quand on est un petit être humain au milieu de l'Atlantique. Que nous, on fait, voilà, moi je fais mes 1,70 m dans l'eau et que je suis toute seule et que je suis au milieu de l'océan Atlantique et qu'il y a déjà il y a plein d'espèces autour de moi qui peuvent venir à tout moment, qui sont beaucoup plus grandes que moi, que je contrôle pas C'est vrai. grand-chose, que je contrôle pas les courants, que je contrôle à peine les mouvements. En fait, je trouve que c'est une belle leçon d'humilité que moi, je suis que de passage, que voilà, j'ai un peu un droit de passage dans l'océan, et que en fait, il y a des jours où l'océan elle nous a dit, bah non, aujourd'hui, vous passez pas, c'est comme ça, c'est la règle, et il faut qu'on l'accepte. En fait, on ne peut pas être plus fort que l'océan, on est juste humain. Donc, je pense que c'est une belle leçon d'humilité. Et je pense que personne d'autre aurait pu me faire ressentir ça. En fait, de ressentir d'être vraiment juste un petit humain et d'être dans l'océan. Moi, je l'ai vraiment senti quand j'ai été approchée par des globicéphales. Les globicéphales, c'est une espèce qui est un peu entre le dauphin et la baleine. Donc, c'est très gros. Minuscule, donc. C'est très gros. Et j'en ai 4 qui sont passés dessous moi en nageant. Donc, à un moment, Waouh. il y a des ailerons qui tournent un peu autour. Et donc, l'équipage me dit, Chloé, je pense qu'il y a quelque chose. Je me dis, bon, ok, bah, je vais continuer à nager. Hein, je suis au milieu de mon relais. Et tout d'un coup, j'en vois 4 passer dessous moi, vraiment en mode slow-mo, énorme. Mhm. Et là, vraiment, il y avait un mix d'émotions entre, waouh, c'est incroyable, je suis en train de vivre quelque chose de spectaculaire, mais aussi en fait, je suis toute petite et je maîtrise rien de tout. Parce que là, il y en a, Ouais. bah, c'est des espèces qui sont très gentilles, qui étaient juste curieuses et qui, bien sûr, m'entendaient nager et se sont dit, bah tiens, c'est quoi ce truc qui est en train de nager? Mais voilà, ça aurait pu, bien sûr, être bien plus dangereux. Et donc, Hmm. c'est une belle leçon d'humilité de se dire, moi, je suis juste là, j'essaie juste de passer, mais si l'océan n'a pas envie que je passe, bah, je ne passerai pas, en fait. C'est lui qui décide. Exactement. C'est l'autre jour quand on s'est parlé, j'ai beaucoup aimé ce que tu m'as dit sur l'importance de clarifier son pourquoi et le rôle des valeurs comme des points cardinaux et l'importance qu'elles soient clarifiées, revisitées régulièrement, tu Mm. vois. Moi, c'est un travail qui me fascine et que je fais beaucoup en coaching sur aider la personne à vraiment mettre en lumière, verbaliser vraiment ses valeurs intrinsèques, ses valeurs fortes. Toi, comment tu as réalisé ce travail et comment aujourd'hui, tu vois, tu fais, parce que tu en as conscience, pour les honorer, tu vois, dans ta vie, pour être sûr de ne pas te perdre et d'avoir au maximum, tu vois, l'alignement qui te rend bien, en fait. Moi, personnellement, j'ai aussi fait ce travail de valeur. Et donc, j'ai identifié mes quelques valeurs dans ma vie. Et, et déjà au quotidien, j'essaie de me dire, OK, quand je suis entourée, quand je me lance déjà dans un nouveau projet, j'essaie de m'assurer que bah, il est bien aligné avec ces valeurs-là. Après, je trouve ça plus facile quand même aujourd'hui, par exemple, sur le projet qu'on a mené avec Mathieu sur l'Atlantique. Notre vraie mission, c'était de mettre l'océan dans les écoles. Et on a encore ce kit pédagogique avec 100 000 enfants qui ont suivi l'aventure de septembre jusqu'à fin janvier, qui chaque semaine apprenaient tous les enjeux autour de l'océan. Et ça, c'était notre vraie Mhm. mission. C'était de se dire que, en fait, cette aventure, on la vit parce qu'on sait que c'est la carotte pour les enfants qui kiffent suivre ça toutes les semaines, que ça va leur faire un rendez-vous toutes les semaines, mais qu'en fait, pendant cette heure-là, ils vont apprendre sur tous les enjeux autour de l'océan. Et je trouve que on a vraiment fait un gros travail. Même avant, c'était en 2024, on a fait un gros travail pour poser cette mission-là, poser ces valeurs-là, définir l'objectif. Et une fois que tout ça est défini, ben ça devient beaucoup plus facile, en fait, pendant le projet, de pouvoir prendre des décisions. Parce qu'en fait, on se réfère toujours à l'objectif et on se dit, est-ce que ça vient bien répondre à l'objectif? Est-ce que ça vient dans le sens de l'objectif? Si oui, ok, bah c'est bon. Sinon, bah en fait, non, c'est pas possible et on va pas dans cette direction-là. Donc, je trouvais que ça, c'est quelque chose sur le bateau, on devait prendre plein de décisions par rapport à l'aventure. Bien Mhm. sûr, le moment où on a eu la casse, donc en fait, au 12e jour, on a cassé la barre du bateau. On n'avait plus de direction, impossible de diriger le bateau. Pour ceux qui sont techniques, c'était lié au safran. En fait, on n'avait plus le contrôle des 2 safrans. Et donc, Wow. on se retrouve, le capitaine nous dit, bah, en fait, impossible de nager, parce que si vous nagez, moi, je ne peux plus tourner le bateau pour aller vous chercher. Donc, en fait, vous êtes juste un homme à la mer au milieu de l'Atlantique et c'est fini. Et donc, on a dû prendre cette décision d'arrêter de nager, d'essayer de rejoindre le plus possible
le port et d'arriver en Guadeloupe. Et donc là, on a dû prendre plein de décisions par rapport au projet parce que tout changeait. Et à chaque fois qu'on devait prendre des décisions, on se disait, mais qu'est-ce qui répond vraiment à la mission? Qu'est-ce qui va bien dans le sens de l'objectif de la mission? Et en fait, moi, ça m'aidait vraiment de toujours me dire, en fait, je suis connectée à ce sens-là, c'est pour le projet, je fais ça pour ça. Je sais quelles sont les valeurs de ce projet et j'essaye de vraiment me dire, je suis hyper alignée avec ça. Et donc, tant que je reste alignée, tout va bien et je vais avoir aucun regret, en fait. Et je vais rien regretter des décisions que je vais prendre. Hmm. Ce que j'entends là-dedans, c'est l'importance déjà de clarifier son système de valeurs. Mm. Derrière ça, de mettre en place des objectifs et s'assurer que ça vient bien nourrir ce système-là pour ensuite avoir ça comme barre un peu de décisionnelle, peu importe ce qui arrive en fait. Complètement. Et tu as Complètement, fait une complètement. transition parfaite, tu vois, sur ce qui est arrivé avec cet événement, tu vois, parce que je me dis, en fait, malgré ce qu'on anticipe, malgré la préparation, la discipline, parfois, un événement vient remettre en cause la trajectoire, tu vois, du projet avec la casse du safran. Et tu te souviens du moment exact, toi, où voilà, vous avez compris, Mathieu et toi, que en fait la nage allait s'arrêter? Comment, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans ces premières minutes, tu vois? Alors, on l'a pas compris au même moment. Ah ouais. Lui, il l'a accepté beaucoup plus rapidement. Il a tout de suite, je pense, compris. Hmm. Et lui avait pas vraiment vécu les mêmes 12 jours que moi. Moi, j'ai été beaucoup dans cette joie, beaucoup dans un peu ce que je t'ai raconté. Et lui avait beaucoup de mal de mer, donc il était dans un gros inconfort. Et il avait eu très peur. Il avait eu une rencontre aussi avec un marlin qui l'avait fait très peur. Donc lui, il Wow. a beaucoup plus rapidement accepté que, ok, je comprends, la barre elle est cassée, on peut plus nager, c'est comme ça, et on va viser la Guadeloupe. Moi, j'avais du mal. Je me disais, mais en fait, je comprends pas parce que je me sens encore très bien. Je me sens encore en sécurité sur ce bateau. On n'a pas encore tout essayé, toutes les solutions possibles. J'étais un peu encore dans le déni et j'avais vraiment besoin de me dire, OK, il faut que je m'assure qu'on a vraiment tout essayé avant d'accepter que la nage, elle est terminée. Et donc, le lendemain de la casse du bateau, moi, j'essaye de nager derrière le bateau, donc accroché au bateau. On a fait une longue ligne de vie derrière le bateau. Moi, j'étais Ok. accrochée à cette ligne de vie et on se dit, si tu arrives à nager exactement à la même vitesse que le bateau, on peut continuer à la traverser comme ça. Euh, je pense que l'équipage avait accepté de faire cette thèse juste parce qu'il savait que mentalement j'avais besoin de ça, mais tout le monde savait déjà que ça allait jamais marcher. Hmm. Mais j'avais besoin de le C'était une faire. étape pour toi. Ouais. C'était une étape pour moi. Et en fait, la réalité, c'est que, en fait, ça se joue à 2 nœuds de vent près. À 13 nœuds de vent, j'arrivais très bien. J'étais au parfait alignement avec le bateau. Et 5 minutes plus tard, il y a une petite rafale, le vent part à 15 nœuds, et en fait, le bateau va trop vite et je me retrouve au bout de la ligne de vie. En fait, c'était impossible. Ça a duré Hmm. 5 minutes, cette expérience. C'était pas possible. Et c'est au moment où ils sont en train de me retirer et de me ramener sur le bateau que je prends conscience, où je me dis, en fait, là, on va vraiment devoir arrêter de nager. C'est la fin de tout ça. Et c'était très dur pour moi. Et en fait, je pense, dans ce moment-là, ils sont en train de me retirer. Je prends toute cette émotion. Je ressens, toute l'émotion qui remonte, je la prends. Je la mets dans une petite boîte. Je me dis, bon, là, j'ai pas l'énergie pour gérer ça tout de suite. Je la mets là Mhm. et je reviendrai plus tard. Je reviendrai plus tard à cette émotion. Et en fait, sur les moments vraiment juste après, j'avais juste besoin de jouer aux jeux de société, voilà, faire des repas avec l'équipage. En fait, j'avais besoin de retrouver un peu de joie, en fait. J'avais pas envie, j'étais Mhm. pas prête encore à traiter cette émotion. Donc, je me suis vraiment réfugiée là-dedans dans les prochains jours. Et après, j'ai commencé à ouvrir tranquillement cette boîte et à commencer à aller chercher les émotions et commencer à digérer tout ça. Mais c'est sûr que sur le moment, en fait, je me sentais trop épuisée et pas prête à accepter. Hmm. Justement, toi, ça m'évoque une question, c'est dans un moment comme ça, comment on distingue, tu vois, la partie courage de la partie entêtement, tu vois? Comment on s'y prend pour trier un peu tout ça et pour bien naviguer ou sortir la tête de l'eau, c'est le cas de le dire quand on avance. Je pense que vraiment et honnêtement, surtout les athlètes d'endurance, en fait, on a tellement l'habitude, moi je sais que j'ai tellement l'habitude d'être épuisée, au bout de mes forces, en souffrance,
Et en fait, dans cet état-là, j'arrive encore à nager 50 kilomètres. Je suis encore juste au début de ce que je peux faire. Et donc, en fait, j'ai tellement Mhm. l'habitude de faire tellement de choses dans ces situations où je suis en épuisement total que c'est finalement assez malsain, en fait. Enfin, donc, surtout quand on met ça à la vie, en fait, j'ai l'impression de pouvoir tout faire tout le temps et d'être très, très endurante. Donc, je pense qu'il y a plein de fois où je prends tu vois, des mauvaises décisions, où en fait, je suis beaucoup trop fatiguée, vraiment plus lucide, vraiment en souffrance, et je suis juste en train de me dire, mais si, tu peux continuer, tu peux y aller. Je pense que c'est une mentalité qui est vraiment, beaucoup d'athlètes d'endurance, on a forcément ça, et je pense que ça nous aide pas dans plein de choses. Mais je réalise que au moment où on a eu cette casse, où j'ai pris conscience que voilà, que en fait, ça allait plus être possible de nager. J'ai vraiment pris conscience, je me suis dit: «Là, je me sens fatiguée, je sens que je suis épuisée». Je l'ai même dit au capitaine, j'ai dit: «Là, je suis épuisée, je sens que je peux pas prendre, de grosses décisions. Qu'en fait, je Mhm. pour la suite, je peux gérer là les décisions qu'il faut prendre là, mais je prendrai pas de décision pour la suite parce que je me sens que mentalement, je suis pas du tout à mes capacités». Donc l'une des leçons pour toi, c'est accepter de ne pas prendre de décision justement tout de suite quand on est dans un état tel. Ouais, complètement. Et par exemple, bah, la grosse décision, c'était qu'est-ce qu'on allait faire pour la suite? Comment est-ce qu'on allait rebondir? Ça, je l'ai pas du tout prise tout de suite. J'arrivais pas, Hmm. je savais que c'était, si on me demandait à ce moment-là, j'allais dire, je suis trop épuisée, j'ai juste envie de rentrer à la maison, j'ai envie de rien faire. Et en fait, il fallait laisser le temps et les choses se faire pour prendre une vraie décision. Donc oui, savoir, mais c'est très compliqué, hein. Moi, je réalise que je pense que c'est peut-être la première fois de ma vie où j'arrive vraiment à me dire, en fait, là, je me sens trop épuisée, je prends pas de décision, mais sinon, je pense qu'il y a plein de fois, et même dans le burn-out, en fait. En fait, le burn-out, c'était moi qui étais juste là en souffrance, épuisée, mais qui me disait, mais en fait, si tu peux continuer, tu peux encore y aller. Et en fait, c'est l'entourage autour de soi qui me dit, mais en fait, là, je pense que c'est plus possible, arrête-toi. Si on Hmm. n'a pas cet entourage-là, c'est très dur d'être soi-même lucide et de réaliser et de se dire, OK, là, stop. Donc tu parles, toi, à nouveau de l'entourage et tu vois, ce parallèle entre l'effort intense et le burn-out, justement, là, aujourd'hui, c'est quoi les leçons que tu as envie de prendre, tu vois, de tous ces événements-là et que tu as envie de t'inculquer peut-être à toi, pour ta suite, mais aussi aux autres qui nous écoutent et qui peut-être, pas sous forme de défi à la nage, mais fournissent dans leur vie des efforts, tu vois, qui sont intenses pour garder ce bon degré de gestion de l'effort ou de lucidité. Mais je pense que moi, maintenant, j'ai envie d'avoir un peu mes petits checks. Euh, un peu avoir un petit peu ma petite checklist pour peut-être m'aider à être un peu plus objectif et me dire, OK, là, je pense que ça va pas trop bien. Par exemple, je sais que j'ai des petits trucs et c'est très personnel, mais voilà, si j'ai plus envie de Hmm. nager, si j'ai perdu un peu cette joie, en fait, je sais que j'ai des petits trucs. Je sais que si je les fais plus, bah, ça commence à être un peu, bah, c'est des petits signaux d'alarme. Et donc, Hmm. j'ai envie un peu de me créer cette petite checklist pour pouvoir me dire que par la suite, que ce soit dans une épreuve sportive, ou que ce soit dans le travail, que ce soit dans mon quotidien, pour que je puisse me dire, mais en fait, là, je sens que je commence à être dans un état d'épuisement. Pour déjà prendre conscience de ça. Et après aussi, m'autoriser, quand je suis dans ces états-là, de me dire, c'est OK de ne pas prendre de décision. C'est OK de ne pas Hmm. savoir ce qui va se passer. On réfléchira plus tard. Il n'y a pas d'urgence. Et aussi, et donc, à être très clair avec son entourage et de dire, bah, en fait, non, je ne prendrai pas de décision parce que nous, quand on a annoncé qu'on a arrêté de nager, première question de tout le monde, que ce soit les enfants, que ce soit la famille, que ce soit les gens qui nous suivaient, que ce soit même des journalistes qui nous disaient, bah, c'est quoi la suite, qu'est-ce qui va se passer? Et juste de dire, bah, en fait, non, pour l'instant, j'ai pas de décision, il n'y a pas de suite, j'ai rien à dire là-dessus. Bah, c'est OK. Et que voilà, peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 2 mois, je reviendrai avec une réponse là-dessus, mais c'est OK de pas avoir de réponse en fait, parce que je suis pas en capacité de donner une réponse tout de suite. Hmm. Ouais, donc c'est vraiment cette lucidité avec soi-même
et d'accepter de ne pas avoir là tout de suite les réponses. Et ça, en soi, c'est la réponse. Exactement. Mais c'est très dur parce qu'en plus, dans notre société aujourd'hui, on a toujours envie d'avoir des réponses. Les gens, on demande toujours qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas faire demain, c'est quoi le prochain challenge. Moi, j'ai déjà plein de gens qui m'ont demandé, mais c'est quoi la prochaine aventure? Et juste là, je suis en train de dire aux gens, en fait, non, je sais pas. Je sais vraiment pas. Là, je sais pas ce que j'ai envie de faire. J'ai juste envie de revenir déjà et me reposer et reprendre des forces. Et après, peut-être que j'aurai une nouvelle idée. Mais cette phase-là, en fait, de récupération, que ce soit dans le sport ou dans la vie, en fait, elle est hyper importante. On se laisse pas assez de temps juste de se reposer et d'accepter, en fait, que, en fait, quelqu'un peut être dans cette phase de récupération et c'est ok et c'est très bien parce que ça veut dire que plus tard, ils vont pouvoir revenir et faire autre chose. Mais si on se laisse pas cette phase-là, si on n'accepte pas que c'est une phase, voilà, où on est un peu juste dans le mou et juste prendre du temps pour soi, bah, on n'arrive jamais après à rebondir derrière. Ouais, puis je trouve, tu vois, c'est comme quand on fait, alors pas de la même façon, mais un voyage, tu vois, quand on passe tout de suite à autre chose, tu vois, c'est comme si l'après-voyage, c'est aussi un trésor, tu vois, pour digérer, revoir les choses qui t'ont marqué, voir Mm. les apprentissages, etc. Et si tu skippes en fait cette étape-là, c'est comme si pour moi en tout cas, hein, c'est comme si il manquait un élément, tu vois. Mm. Donc il y a l'avant, il y a le pendant, mais il y a aussi l'après, tu vois, qui est aussi hyper précieux, peut-être là où il y a le plus d'apprentissage et de prise de recul. Complètement. Complètement, il faut cette phase-là pour moi, je suis vraiment en train de la prendre pour me poser un peu sur tout ce qui s'est passé et vraiment d'en tirer les leçons pour que derrière je puisse peut-être pas faire les mêmes erreurs, peut-être mieux faire la prochaine fois ou juste voilà grandir. Finalement, toute cette expérience-là pour moi, c'était juste de grandir et si je prends pas ce temps-là pour vraiment réfléchir à tout ça, je rate un peu l'étape que je voulais réellement faire, qui était de grandir et d'apprendre. Mm. Ouais, j'adore cette partie-là. Donc du coup, avec le recul, c'est quoi les trésors cachés pour toi de ce moment, a priori, sur le moment décevant, mais en fait, qui peut être rempli d'apprentissage? C'est quoi tes leçons, tes trésors cachés? Moi, j'ai une leçon qui m'est venue il y a quelques semaines, donc elle a pris un peu de temps pour arriver, où je me suis vraiment dit c'est dingue parce que quand on vit un gros échec dans la vie, en fait, il y a rien qui change. Et c'est marrant parce que je pense que quand on prépare des projets comme ça, on se dit si on réussit, waouh, ça va être dingue, et si c'est l'échec, ça va être catastrophique et on va perdre plein de trucs. En fait, on réalise que quand il y a un échec, en fait, on perd rien. En tout cas, on perd pas ce qui est vraiment important. Et j'ai vraiment réalisé, je me suis dit, en fait, bah, ma famille, ils m'aiment encore, j'ai encore de super belles relations, mes amis sont encore là, j'ai encore mon couple, mon mariage, tout va super bien. Et je réalise, mais en fait, rien n'a changé dans ma vie, absolument rien. Et je trouve que c'est une belle leçon de se dire que, en fait, il faut aussi, ça m'aide aussi à dédramatiser aussi certaines choses. Et je me dis, la prochaine fois que j'ai un gros défi, je m'autorise plus à faire l'erreur, je m'autorise plus à l'échec parce que je me dis, mais en fait, finalement, le plus important dans la vie, c'est l'entourage, c'est la famille, c'est le partage. Et que, tant qu'on a ça, réussir ou échouer, c'est pas très important, en fait. Et ça, c'est vraiment ma réalisation de ces dernières semaines. Je me suis dit, finalement, il n'y a rien qui a changé dans ma vie. Je crois. Elle est Ouais, c'est exactement pareille. génial. Ouais, ce qui peut vraiment faire la différence je trouve ce que je lis dans ce que tu racontes, c'est en fait ce qui peut tout faire dégoupiller, c'est l'histoire qu'on va se raconter et fabriquer autour de l'échec. Mais si, de manière fondamentale, on observe, il n'y a rien qu'à changer. Rien qui a changé. Waouh, j'adore Exactement. ça. Trop bien. Ce que j'adore dans ce que tu racontes, c'est qu'il y a à la fois, tu vois, il y a le sport, mais il y a aussi le couple, le regard des autres, la relation, l'équipe, tu vois. Et ça me fait penser à la dernière thématique que j'aimerais qu'on aille regarder ensemble, cette idée de leadership et de relation, tu vois. Pour toi, c'est quoi ta définition du leadership aujourd'hui? Comme ça, comment t'exprimerais ça avec tes mots? Hmm. C'est pas simple parce qu'en plus, je trouve que l'expérience un peu de leadership que j'ai vécue là, surtout sur cette aventure, ce qui était très dur, c'était que bah,
avec Mathieu, on était ceux qui menaient le projet parce que c'était notre projet, mais on avait un équipage à bord et on vivait aussi tout notre quotidien avec eux. Donc c'est pas la même chose que un manager qui va au boulot tous les jours, qui dit des choses à faire à son équipe et qui rentre le soir et qui a sa propre vie. Là, on partageait notre quotidien avec eux, donc il y avait, il y avait vraiment, en fait, le côté humain était très très important. Et je pense que ce que j'ai réalisé, c'est que finalement, le côté leadership, c'est vraiment pouvoir comprendre les besoins de chacun. Et le gros travail qu'on a fait avec l'équipage pendant le convoyage, c'est que je me vraiment pris de temps de discussion avec chacun pour comprendre leurs besoins, comprendre un peu comment est-ce qu'ils fonctionnaient, pour pouvoir s'assurer au mieux, et on n'est pas parfait, et il y a plein de choses qui n'ont pas été faites, et c'est ok, mais au mieux de répondre à ces besoins-là. Chacun avait un peu ses personnalités, et donc avait besoin d'être géré d'une manière très différente, et donc vraiment, pour moi, cette notion de leadership, c'est pouvoir identifier avec les personnes leurs besoins et d'essayer de répondre au mieux à ces besoins-là, quelle que soit la situation. Et ça a été un bel apprentissage pendant cette aventure. Ouais, je trouve que c'est crucial et fondamental de ne pas faire des copier-coller de nos pensées aux assumptions et de dire bah, de toute façon la personne elle va adhérer. Mais bon, chaque personne en fait est unique, elle a un besoin unique. Donc j'imagine peut-être qu'à bord il y en a qui avaient besoin de s'isoler, d'avoir de temps pour soi. Tu vois, est-ce que tu as un exemple concret de comment vous personnalisiez tout ça, tu vois, à bord du bateau? Ouais, par exemple, Chloé, elle avait besoin vraiment de cadre, en fait, d'être très claire sur quelles étaient les attentes. Et c'est quelque chose que Mathieu, il a un peu plus du mal avec ça, de vraiment être ok, je veux ça, ça, ça. Et parce qu'il joue beaucoup plus à l'instinct et à l'intuition. Et donc, voilà, de se forcer à se dire, ok, en fait, là, il faut vraiment travailler sur, ok, en plus, c'était sur la partie communication, donc combien de posts Instagram, combien de posts LinkedIn, vraiment comment est-ce qu'on communique, c'est quoi un peu les vrais retours. C'était un travail, moi c'est plus simple, moi j'aime bien travailler dans ce cadre-là, donc c'était confortable pour moi, mais je voyais que Mathieu c'était moins confortable et donc il fallait que je lui dise, non en fait là vraiment, faut qu'on réponde à ses besoins parce que sinon, bah elle va pas réussir à être productive et c'est normal, elle va pas réussir à bien travailler parce que on n'aura pas répondu à ses besoins-là. Après, il y a l'autre côté de ça, qui est si on va trop dans le sur-mesure et si on essaye de faire trop d'efforts pour chacun, bah, il faut aussi pas se perdre là-dedans et quand même réussir à s'assurer que voilà, on s'occupe d'abord de soi avant de s'occuper des autres. On revient à On cette revient à ça. image. Donc et voilà, c'est un équilibre toujours à trouver et ça, c'est très dur. Ça, c'est très, très dur. Il y a des choses sur lesquelles Ouais. on a bien réussi, mais il y a des choses aussi, c'est sûr que je pense que je me suis oubliée dans certaines choses et vouloir trop, en fait, s'assurer que tout le monde allait bien autour de moi. Ouais, je me suis peut-être oubliée sur certaines choses. Ouais, donc c'est une itération constante, quoi. Mm, exactement, exactement. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais tu sais, je trouve qu'on est aussi dans une société, une époque, en tout cas, on parle beaucoup de performance. La performance, des chiffres, des KPI, des data, du reporting, etc. Toi, c'est quoi ta vision sur la performance et qu'est-ce qui est important pour toi de ne surtout pas oublier ou occulter, justement, quand on est dans un environnement performant tel qu'un défi sportif, parce que c'est aussi à propos de ça, tu vois, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier là-dedans aussi? La première chose que nous a dit notre coach Stéphane Leca quand on voulait commencer à s'entraîner pour la traversée atlantique, il nous a dit le plus important, c'est que vous perdez surtout pas le plaisir de nager. Parce qu'en fait, pour réussir cette performance, pour réussir à nager tous les jours, il faut jamais perdre le plaisir. Et donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. On n'a surtout pas trop nagé, en fait. Et il y avait une vraie notion de plaisir. Si, en fait, on n'avait pas envie de nager, bah, c'était OK. Peut-être qu'on allait faire du ski de fond, peut-être qu'on allait faire du vélo. Il fallait coupler avec d'autres choses. Moi, je sais que j'ai toujours continué à courir parce que ça m'apporte beaucoup de plaisir. Et donc, c'est très bien. Continuer à courir, c'est très bien. Il faut aussi avoir des moments de plaisir. Et je trouve que cette version-là de la performance, elle m'allait très bien de se dire, OK, pour réussir la performance, il faut avoir une notion de plaisir. Moi, je sais que j'ai beaucoup de plaisir déjà dans le partage. Donc, j'adore aller nager, aller faire du sport avec d'autres. Et donc, en fait, faire une performance toute seule, ça m'attire pas trop. Et donc, j'ai toujours besoin de le partager. Et ouais, de jamais, en fait, jamais oublier ce
qui nous apporte en fait finalement du plaisir, parce que si on réussit la performance sans plaisir, elle n'a pas le même goût. Ouais, donc de ce que j'entends, c'est vraiment de faire du plaisir une composante centrale de la performance. Mais j'entends aussi autre chose quand tu parles du partage, c'est comment, quand je connais mes valeurs hautes, importantes ou intrinsèques, peu importe comment tu les appelles, comment je peux les injecter dans cette idée de performance. Complètement. Moi, je sais que le partage, c'est une de mes grosses valeurs, et donc je sais que si je partage pas, bah, je n'aurai pas cette notion de plaisir en fait. Elle sera pas pareille, et donc je sais qu'il faut que j'injecte aussi un peu de partage là-dedans. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir inviter des gens à venir nager avec nous de temps en temps, faire de sport, faire de la salle avec des amis, aller courir Hmm. avec d'autres, et vraiment partager l'entraînement finalement avec plein d'autres personnes, parce que ça m'apportait beaucoup de plaisir. Hmm. Et du coup, tous ces défis sportifs, alors il y a cette notion d'équipage quand c'est sur le bateau, mais aussi vous les réalisez à deux, en couple, tu vois. Et du coup, je me demandais, qu'est-ce que ça veut dire pour un couple? Comment un couple peut réagir quand peut-être l'un vit l'échec plus intensément que l'autre ou a plus d'attentes sur un élément du parcours, tu vois? Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette dynamique, ce que tu as observé, toi, et ressenti? La dynamique de couple, elle est pas simple. Elle est pas simple du tout. C'est une des premières choses qu'on a travaillé, même avant d'annoncer le défi. Première chose qu'on a fait avec Mathieu, c'est qu'on s'est dit, il faut qu'on travaille sur le couple, parce que c'est une aventure où ça passe ou ça casse. Et on a envie que ça Hmm. passe, et c'est la priorité. Donc on a fait beaucoup de choses déjà pour apprendre à travailler ensemble, parce que c'est un projet qu'on menait à deux, et derrière la partie performance sportive, il y a finalement beaucoup de travail pour travailler l'impact, pour aller chercher les partenaires, pour construire le projet. En fait, il y a beaucoup de travail. Et donc déjà, on a travaillé ça, et on a aussi on a suivi une thérapie de couple, on a beaucoup travaillé sur en fait de mieux se connaître, et surtout mieux comprendre nos besoins. Et c'est quelque chose où sur le moment en fait, on a travaillé ça. Ça devait être en 2024. Je me suis dit waouh, ok, c'est intéressant, mais j'avais pas l'impression de vraiment tout de suite voir concrètement comment ça avait solutionné certaines choses. Et c'est sur le bateau, au moment où on a eu Ok. la casse, où là on était vraiment dans deux états d'esprit très différents, où Mathieu ne comprenait pas pourquoi moi je souffrais vachement par rapport à cette nouvelle, par rapport à l'arrêt de la nage, et lui il était plus en mode bon je suis finalement assez heureux, assez content qu'on arrête de nager, parce que c'était quand même pas simple. Hmm. Et en fait, ce travail qu'on avait fait en 2024 sur nos besoins, sur vraiment comprendre nos besoins, ça nous a aidé à traverser des épisodes comme ça, parce qu'en fait, Mathieu s'est dit, en fait, je comprends son besoin d'aller au bout des choses. Je comprends ce besoin de réussite qu'elle a. Je l'ai pas spécialement là par rapport à cette même situation, mais je comprends ce besoin, parce que moi, je l'ai par rapport à autre chose. Donc, comme je le comprends, je peux mieux comprendre, en fait, pourquoi est-ce qu'elle est dans ces émotions. Hmm. Et c'est juste un exemple, mais en fait, ça montre que, en fait, dans le couple, on va jamais percevoir les situations de la même manière. On réagit pas du tout de la même manière, on n'a pas les mêmes émotions. Mais en fait, sur le quoi on peut vraiment se retrouver, c'est sur ses besoins. On les traduit pas de la même manière, mais quand on a les mêmes besoins et qu'on peut comprendre le besoin de l'autre, on peut mieux comprendre, en fait, pourquoi est-ce qu'il est en train de réagir de cette manière-là. Donc nous, ça nous a énormément aidé à en fait traverser toutes ces épreuves, parce qu'il y avait plein de hauts, il y avait plein de bas, et on n'avait pas les mêmes réactions à chaque fois. Mais on arrivait Hmm. à bien s'exprimer là-dessus, et donc à se comprendre, et à se dire ok, maintenant je comprends pourquoi elle est comme ça, et donc je peux l'accepter. Ouais, j'adore cette partie-là parce que bon, souvent on voit le couple comme une entité, mais en fait dans cette entité, il y a deux entités individuelles avec chacun un parcours, potentiellement des blessures, des émotions, des systèmes de valeurs différents. Mhm. Et la clé de communiquer sur ses besoins, c'est pas toujours facile, indépendamment de ce qu'on vit, mais c'est quand même un élément indispensable pour apaiser, mettre de la compréhension, gérer les rancœurs aussi, la colère. Euh, Mm. c'est des choses que je vois aussi et j'observe beaucoup. Et c'est un travail du quotidien, en tout cas. Complètement. Complètement, et finalement, à la fin de la journée, je pense que nous, ce qu'on a beaucoup fait, c'est on a beaucoup parlé, en fait, on s'est beaucoup parlé, on a beaucoup communiqué pour juste mieux comprendre ce qui se passait dans nos têtes. Et on réalise, en fait, aujourd'hui, c'est même quelque chose qu'on porte maintenant dans notre quotidien, Hmm. où des fois,
ton partenaire, il va te dire des choses, tu dis: «Oh, j'ai l'impression qu'il s'en fiche un peu» ou «Je comprends pas trop pourquoi il réagit comme ça» et en fait, juste de vraiment se parler, de dire: «Mais en fait, pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta tête? J'ai envie de comprendre». En fait, tu réalises que c'est pas du tout ce que tu pensais, qu'il y avait plein de Mmh. non-dits, il y avait juste, voilà, c'est en fait, la perception n'est pas vraiment la réalité et donc juste de bien comprendre, bah, ça permet en fait, à juste traverser tous ces épisodes. Ça me fait penser à une phrase de PNL qui est la carte n'est pas le territoire. Donc, ce qu'on vit, notre carte à nous n'est pas le territoire de l'autre. Et quand on arrive au maximum à s'en rappeler, mais aussi dans le contexte entreprise, relation manager-manager, etc., ça aide à remettre de la distance, de la compréhension Mmh. et je trouve aussi à se rapprocher de l'autre pour aller chercher l'information qui est nécessaire. J'aime beaucoup cette phrase: «La carte n'est pas le territoire». Ouais, elle me parle beaucoup. Ouais. Mmh. Je l'utilise pas mal. Du coup, tout à l'heure, on a parlé aussi, tu sais, de contrôle, de confiance, de lâcher prise. Mmh. Si sur ce triptyque-là, aujourd'hui, tu te dis, en fait, j'ai appris vachement de choses que je soupçonnais pas avant, tu vois, ça serait quoi pour toi sur ces notions-là? Il y a une leçon sur le contrôle que j'ai appris dans ces dernières années, c'est que tu ne peux pas avoir peur des choses que tu ne contrôles pas. Et ça a vraiment été un peu un game changer dans ma vie. C'est d'ailleurs quelque chose que Mathieu m'avait dit il y a quelques années et ça a pris du temps un peu à s'infuser et à devenir une réalité. Mais j'ai vraiment réalisé que, en fait, voilà, surtout quand on fait du sport en milieu naturel, bah, je peux que contrôler mon corps, mes pensées, mon entraînement, comment je me suis préparée, mon équipement. Il y a tellement d'autres choses que je ne peux pas contrôler. Et je peux pas me laisser avoir peur de ces choses-là parce qu'en fait, sinon, ça va me ronger et je vais jamais rien réussir. Je peux juste contrôler, bah, comment moi je m'adapte. Donc, je me laisse vraiment plus du tout avoir peur de plein de choses que je ne contrôle pas, que ce soit la météo, mais que ce soit aussi bah, les réactions d'autres personnes, que ce soit des situations que je ne maîtrise pas. Mhm. Et ça vraiment, j'ai réalisé que en fait, ça m'a beaucoup apporté. Et même dans le pro, en fait, parce que je suis quelqu'un qui normalement aime bien contrôler, qui aime bien anticiper tout. Et je réalise que bah, quand on travaille, déjà quand on travaille avec son mari qui est très différent, mais aussi quand on travaille avec d'autres gens, bah, on contrôle pas tout. Et par exemple, Mathieu, c'est quelqu'un voilà, et qui va un peu des fois à la fleur au fusil, qui anticipe pas toujours trop. Je me souviens de cet épisode où on était à notre soirée de départ à Marseille, qu'on a 100 personnes dans la salle, les partenaires, la famille, tout ça. Et on avait une présentation, une conférence à faire pendant une heure et demie. Et c'est lui qui devait tout préparer tout ça. Il avait un peu préparé à la dernière minute. Moi, j'avais même pas vu les slides avant de commencer à parler. Wow, ok. Et je devais faire cette conférence pendant une heure et demie, j'avais même pas vu les slides. Et pour moi, il y a 2 ans, ça aurait été mais impossible. J'ai trop C'est- besoin d'anticiper, trop besoin de contrôler un peu la situation, de me dire mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ces slides? Je sais même pas de quoi je vais parler pendant une heure et je dois entièrement lui faire confiance. Et finalement, ça s'est très bien passé. Et il y a même quelqu'un à la fin qui est venu nous voir et qui nous a dit ça doit faire 6 mois que vous travaillez cette présentation, c'est incroyable. Wow, Et vraiment, dingue. Mathieu, il m'a regardé à ce moment-là, il m'a dit, ouais, honnêtement, t'as passé un cap là. Niveau contrôle, tu m'impressionnes parce que Ouais. t'as géré et t'avais même pas vu les slides. Ouais, donc spontané. Du coup, en fait, à quoi tu ouvres la porte quand tu vas pas dans le contrôle, personnellement, tu vois? Je, En fait, j'ouvre la porte. En fait, comme j'ai plus peur, j'essaie déjà de lâcher cette peur. C'est la première Mhm. chose parce qu'en fait, je pense qu'avant, j'étais surmontée par cette émotion de la peur. J'aurais eu tellement peur que je n'aurais pas réussi à produire quoi que ce soit. Et là, donc, j'enlève la peur et je laisse la place à l'opportunité, à la spontanéité. Je me dis, bah, finalement, si j'ai pas peur, ça va très bien se passer. Je sais présenter, je sais parler du projet, je connais tous les sujets, donc ça va finalement très, très bien se passer. Il faut juste Mhm. réussir à lâcher cette peur pour ouais, juste en fait être moi-même et très bien réussir. Mhm. Bah, merci pour tout ce partage là sur les choses très perso. On arrive tranquillement vers la
dernière partie de l'épisode, tu sais, ce petit rituel de fin que je fais avec chacun de mes invités. Est-ce que tu pourrais nous partager, c'est un livre pas forcément récent, que tu as pu lire il y a longtemps, mais un bouquin qui t'a profondément marqué ou inspiré, tu vois? Pour rester dans le thème un peu du sport et surtout du sport de l'endurance, moi j'ai un livre que ma mère m'avait offert quand j'avais 18 ans, donc ça fait déjà un petit bout de temps, Mmh. qui est le livre de Christy Wellington, qui est une OK, athlète, triathlète d'endurance, qui a gagné 4 fois les championnats du monde d'Ironman, qui était un peu le GOAT de son époque. OK, Et son livre, je l'ai beaucoup aimé parce que elle revient sur pas mal de choses dont on a parlé, mais vraiment le côté plaisir, joie, où en fait, elle a réussi à avoir cette performance, mais vraiment plutôt en y allant avec beaucoup de plaisir, beaucoup de spontanéité, beaucoup de partage. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ces valeurs-là. Et je pense que c'est la première fois où je me suis reconnue, surtout dans le monde du sport, je me suis vraiment reconnue dans sa personnalité. C'est la première fois où je me disais, en fait, moi, dans ma vie, si je suis sportif, j'ai envie d'être sportif comme ça, en fait, de garder toujours cette notion de plaisir, parce que c'est ça finalement qui est important pour moi. OK, donc ça t'a servi à avoir des effets miroirs, en tout cas modéliser des choses qui t'ont beaucoup parlé. Ouais, complètement. Trop bien. Est-ce que tu aurais à nous partager une citation, tu as parlé des petits mots que tu mettais dans ta salle de bain, hein, ça peut être là-dedans, mais qui t'accompagnent régulièrement ou qui te parlent fortement? Alors j'ai plein de citations moi dans mes toilettes, j'ai tout un mur entier rempli de citations. J'aime beaucoup ça, mais c'est vrai que ces petits mots que j'ai mis sur mon miroir, je pense que ça fait déjà c'était en 2024 que j'ai commencé à faire ça. J'ai 5 post-it. Il y en a une quand même qui est la première que j'aime bien lire, qui est, I forgive myself and everyone else for not being perfect. Et donc en français, c'est je pardonne d'abord moi-même, mais tous les autres de ne pas être parfait. Et je pense que ça m'aide dans mon quotidien à se dire, voilà, j'ai beaucoup plus de compréhension déjà pour moi-même, mais aussi pour les autres. C'est-à-dire qu'on essaie juste de faire de notre mieux. Et c'est pas toujours parfait et c'est pas grave. La perfection de l'imperfection. Exactement. Trop bien. Est-ce que tu as une chanson qui te donne de l'énergie? Je sais pas, peut-être quand tu étais sur le bateau le matin avant de partir pour ton shift, tu vois, quelque chose qui te donne vraiment la patate, tu vois? Avec Matt, on a pas mal de petits rituels de musique. La veille, un peu d'un départ, on se prépare avec quelques chansons qu'on a dans notre playlist. Et il y a une chanson que j'aime beaucoup, qui est I Made It de Tones and I, qui est Ok. déjà une très belle chanson et qui en plus, enfin déjà je trouve que j'ai des frissons quand j'écoute cette chanson et en fait le refrain, au début elle parle de I made it, mais après sur le dernier refrain elle dit We made it et donc elle parle de l'équipe et de ce côté entourage. Et moi, je me dis toujours, mais en fait, c'est vrai que réussir, c'est surtout réussir à plusieurs et qu'on ne pourrait jamais réussir seul. Et que j'ai vraiment ce côté reconnaissance pour tous les gens autour de moi qui me permettent de faire ce que j'ai envie de faire tous les jours et qui m'accompagnent, qui font que ça devienne une réalité, une réussite. Mhm. Donc la force du collectif aussi. Exactement. Trop bien. Et la dernière petite question pour toi, c'est l'idée du cadeau à ton toi du passé, tu vois, avec le recul. Quel serait l'outil ou l'idée ou la pensée que tu offrirais à la Chloé il y a 10 ans en arrière, tu vois? À la Chloé qui a 10 ans, je lui dirais vraiment cette phrase euh, qu'on m'a dit beaucoup en 2024 qui était trust the process. Donc vraiment fais confiance au process. Je pense que ce que j'aimerais lui dire, c'est surtout, il faut pas essayer d'éviter un peu tous les échecs qui vont se passer dans les prochaines années. Au contraire, il faut vivre le burn-out, vivre l'échec. En fait, c'est dans ces moments-là que j'ai le plus grandi, que j'ai le plus appris. Je suis la personne dont je suis aujourd'hui. Je pense que même ce projet, je l'aurais pas réussi de la même manière si j'avais pas vécu le burn-out avant. Et donc, vraiment, je lui dirais, mais en fait, trust the process, tombe, mais c'est relève-toi après, et c'est ça qui va être génial. Hmm. Tous les apprentissages, les trésors, les Mm, cadeaux qu'il y a dans les épreuves aussi. complètement. Trop bien, trop bien. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. Je voulais vraiment te remercier. J'ai passé un moment vraiment trop, trop chouette. J'ai adoré ce que tu as apporté, la douceur aussi avec laquelle tu le racontes. Donc, c'est vraiment un pur plaisir pour moi. Donc, je voulais te remercier pour ça. Merci beaucoup. Et moi, ça me permet de commencer un peu cette phase où je reviens un peu sur tout ce qui s'est passé et je commence à digérer tout ça. Donc finalement, ça me fait un beau moment aussi de commencer cette digestion. Bah, trop bien, trop bien. Bah, je te dis
À très bientôt.